de l'intérêt d'associer ou pas des médicaments chez les diabétiques, les médicaments, j'entends, non insuliniques, chez les diabétiques de type 2, dans la mesure où, au fond, on sait que, grosso modo, au moins un patient sur 4 traité pour diabète de type 2, un peu plus dans certains pays, pour des raisons peut-être liées au phénotype des patients ou à des pratiques spécifiques à certains pays, a recours à l'insuline. Bon. À partir de là, on sait aussi que souvent, ou assez souvent, on n'a pas de chiffre exact, mais peut-être dans 50% des cas, on n'arrive pas à s'appuyer uniquement sur l'insuline pour arriver, en particulier sur une insuline qu'on introduit, qu'on appelle basale, pour arriver à un résultat satisfaisant. Et qu'on est obligé d'aller vers une escalade des traitements, et la question est donc souvent posée, avec les nouveaux traitements dont on dispose, et même avec les anciens traitements, c'est-à-dire la metformine, le sulfamide, et ensuite les classes qui sont apparues et qui vont apparaître encore, est-ce qu'au fond leur association peut apporter quelque chose à l'insulinothérapie du type 2? Alors, vous voyez par exemple, là je vous montre la proportion entre les différents pays de la mise sous l'insuline des diabétiques de type 2. Vous voyez pour la France sur la gauche de la diapo que c'est à peu près 20%, pas plus. C'est très très stable. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas plus de un quart maximum, et souvent plutôt 20%. Ça dépend surtout des tranches d'âge, évidemment, quand les sujets sont assez âgés, pour diverses raisons. Ils sont d'ailleurs plus en sécurité sous insuline. Ensuite, vous voyez que la Grande-Bretagne et l'Allemagne, c'est beaucoup plus. Je sais qu'au Maghreb aussi, c'est beaucoup plus. En Algérie, où je vais très très souvent, je sais que les chiffres ont un petit peu diminué, mais on était sur des chiffres de 35 ou 36%, je crois, de mise à l'insuline des diabétiques de type 2. Donc en fait, il y a déjà des grandes variations d'un pays à l'autre, qui peut refléter des différences phénotypiques ou génotypiques, mais peut-être aussi des différences je dirais, d'impact de différents facteurs, y compris l'influence de l'industrie sur la mise à l'insuline. Alors, les recommandations disent quoi? Voilà. Alors, à chaque fois qu'on parle de recommandations, on se tourne souvent vers les Américains en leur demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, vous avez les standard care successifs, 2016, 17, 18. Ça a un petit peu évolué. En 2012, par exemple, on avait un schéma qui quand même déjà disait, après les traitements non insuliniques, il faut passer à l'insuline, et quand il faut passer à l'insuline, on vous recommande la basale. Et la seule, ou la basale associée principalement à la metformine, voire à d'autres antidiabétiques oraux. La porte était ouverte. Puis après, vous connaissez ce schéma, hein, vous le connaissez aussi bien que moi, on allait vers un renforcement, on y reviendra un petit peu après. L'autre possibilité était quand même d'aller aussi vers des prémix. Qui sont, à l'époque, étaient, vous voyez, pointillés. Hein. C'est parce qu'en fait, les Américains en sont un peu revenus en mettant moins de pointillés pour des raisons économiques surtout. C'est qu'en fait, ces insulines sont nettement moins chères et qu'aux États-Unis, le problème est aigu au niveau de la diffusion de l'insuline aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer plus cher que ça. Ensuite, on a eu la plus récente de ces recommandations, c'est cette base-là, c'est la basale d'abord, effectivement, plus ou moins metformine, effectivement, encore une fois, et puis ensuite un renforcement, soit avec de la rapide, soit à droite le passage au prémix, soit, en fait, aujourd'hui, a été ajouté le GLP-1 en association avec l'insuline, qui est une pratique qui se développe de façon assez importante dans pas mal de pays et qui se développe dans des proportions que moi je trouve un peu préoccupantes, dans la mesure où on aimerait bien savoir si ce passage-là est vraiment si réfléchi que cela. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, dans notre société savante, la SFD, on a appelé principalement à une certaine originalité, c'est de réviser l'intérêt d'un traitement, de démontrer véritablement qu'il apporte quelque chose et que sans lui, c'est moins bien. Voilà. Et qu'avec lui, ça apporte un plus. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. C'est quelque chose que les Anglais appellent les stopping rules, les règles d'arrêt d'un traitement. C'est-à-dire, vous mettez un traitement, vous vérifiez qu'au maximum, au bout de 6 mois, vous avez atteint l'objectif que ce traitement devrait vous apporter. Ce qui n'est pas souvent le cas. Et on sait aussi qu'il y a des médecins qui ne font pas assez attention et qui maintiennent un traitement, consultation rapide, je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et puis aussi par la résistance des patients
qui, par exemple, sous GLP1, vous disent non, 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 mais la prochaine fois, ça sera mieux, je vais faire attention. Là, j'avais la communion du petit, c'était la fête des pères, c'était la fête des grands-mères, j'ai pas fait attention, ou alors c'était la sortie du ramadan, que ça. Vous voyez ce que je veux dire, de l'environnement qui explique que ça ne marche pas. En réalité, il y a des gens pour lesquels, par exemple, le GLP1 ne marche franchement pas. Voilà. Et ces gens-là, on a du mal à leur faire arrêter parce qu'ils ont peur plus de l'insuline. C'est plus la piqûre qui leur fait peur, mais quand même l'insuline. Alors on a tendance à laisser, par exemple, le GLP1 associé. Et ce que nous disons, comme les Anglais aujourd'hui, dans cette recommandation-là, qui est ici, c'est, contrairement à la Haute Autorité de Santé, qui a un retard considérable, parce qu'il n'y a aucun nouveau traitement répertorié pratiquement dans les autorités de santé, ils sont en train de réviser. Ben, on dit une chose, on dit oui aux nouveaux médicaments, mais à condition qu'ils soient évalués. Voilà. C'est pour ça que ce que je vais dire aujourd'hui vaut aussi pour cela. C'est-à-dire que les associations des PP4, oui, à condition que ça serve à quelque chose. Cette reco, elle a été publiée dans le journal que j'ai dit, que vous connaissez peut-être, Médecine Maladies Métaboliques. C'est la prise de position de la société francophone. Je vous rappelle que ce n'est pas une recommandation, tout simplement parce que les sociétés savantes n'ont pas le droit d'utiliser le mot. Vous savez, la France, très sérieux, hein, sinon on est arrêté, on a 40 000 € d'amende, enfin je ne sais pas trop quoi, c'est que l'autorité qui peut faire des recommandations. Nous, on peut faire éventuellement des prises de position, c'est ce qui a été fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que là où on se distingue vraiment de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'après la metformine, la SFD a opté pour une association plus volontiers aux DPP4 inhibiteurs qu'aux autres classes thérapeutiques, sans les exclure bien entendu, mais en disant, l'argumentation principale étant, il y a une équivalence d'efficacité globalement. Moi je pense que c'est une équivalence moyenne, mais que, je vais en discuter en aparté tout à l'heure, je pense qu'il y a des bons et des mauvais répondeurs à toutes les classes, il faut réfléchir encore une fois. Et puis surtout, il n'y a pas d'hypoglycémie, metformine, DPP4. Donc c'est vrai que ça rend quand même le prescripteur assez confiant. Et c'est pour ça que cela a été fait. Évidemment, ça a un coût, il faut le dire. C'est pas le même coût que les sulfamides génériqués. Voilà, il faut tout dire. Hein. Faut pas rester dans le flou, il faut dire ce qu'il y a. Et alors, après cette bithérapie metformine, soit DPP4, soit sulfamide, on fait quoi? Eh bien, on a la possibilité de faire une trithérapie orale qui est au milieu, mais qu'on voit à peine, parce que je voulais insister plutôt sur l'insuline, qui est le débat aujourd'hui. On peut aller vers les GLP1 aussi, évidemment, mais on peut aussi dire, on est en bithérapie metformine DPP4, par exemple, puisque c'est le choix privilégié par la SFD, et on va passer à l'insuline. Alors là, ce que nous demandons, c'est d'arrêter le DPP4 et de ne le reprendre que dans un deuxième temps. C'est-à-dire, on peut laisser la metformine, et ça, tous les guidelines, toutes les recommandations mondiales disent laissez la metformine, de toute façon, ça coûte pas cher, c'est quand même le gros argument. Hein. 2, ça peut faire un peu d'économie de dose d'insuline, ça a des vertus protectrices qui sont très débattues, vous savez. Bon. Et si c'est toléré et il n'y a pas de contre-indication sévère, bon, finalement, laisser l'insuline, ça vaut la metformine, ça vaut la peine. Par contre, pour les DPP4, comme les Anglais, on a pris une position qui dit, nous on les arrête, ça serait le GLP1, ce serait pareil. Les sulfamides, surtout, pour des raisons de risque d'hypo, surtout cette fois-ci, et on les réintroduit dans un deuxième temps, on met en place l'insulinothérapie et on réintroduit pas à pas des médicaments qui peuvent permettre d'atteindre les objectifs à la fois, et poids, hypo, donc confort du patient, et pas seulement hémoglobine glyquée, mais hémoglobine glyquée quand même. Voilà la stratégie. C'est ça la recommandation française, enfin la prise de position française de que personnellement j'ai complètement validé puisque j'étais le relecteur de cette reco. Il faut quand même savoir en effet que pour l'instant, dans tous les pays d'Europe, mais aux États-Unis c'est pire dans certains États, on introduit quand même l'insuline un peu tard. Et d'ailleurs en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, l'arrivée de nouveaux médicaments a plutôt renforcé cette espèce d'inertie. Je vous l'ai dit simplement, par exemple, le fait de dire non, non, mais je m'approche à mon GLP1, je ne veux pas passer à l'insuline. Bon. Et donc on a en moyenne 9,2-9,4% d'hémoglobine glyquée au début de la maladie. Les Anglais nous ont souvent critiqué. Une étude récente vient de montrer que les Anglais ont encore plus de retard à la mise à l'insuline et finalement des résultats qui sont plutôt moins bons que la médecine en France actuelle.
Pour ce qui concerne le deuxième point, c'est qu'on sait très bien, là je viens de voir arriver mon ami Denis Racah dans la salle, c'est un grand défenseur de la titration, n'est-ce pas Denis? C'est qu'en France, comme dans beaucoup de pays, on ne titre pas assez l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas aux objectifs parce que finalement, on ne va pas à la dose qui permet de tendre à l'objectif glycémique d'un patient donné. Ce n'est pas nécessairement 0,80 g, mais pour certains, éventuellement 0,812, mais ça peut être un peu plus pour d'autres. En tous les cas, on en est souvent assez loin. Et ce qui est un facteur assez important d'échec et souvent d'empilement, et en particulier d'ajout de rapide avant même d'avoir réglé le problème de la glycémie à jeun correctement. Donc il y a un problème à la fois d'insuline instaurée avec un certain retard, de titration insuffisante, d'intensification éventuellement. Ceci d'ailleurs conduit à des problèmes d'inobservance et même de dépenses de santé pas négligeables, puisque en France on a quand même évalué entre 7 000 et 15 000 euros le coût d'un patient par an d'un diabétique de type 2 sous insuline, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Alors parmi les éléments qui font qu'on n'arrive pas à ces bons résultats, il y en a beaucoup. Il y a la formation des médecins, il y a le manque d'approche éducative des patients. On a fait des études avec Sanofi, par exemple l'étude Allez-vous, des choses comme ça, dans lesquelles on voyait que pratiquement à peine un tiers des patients savaient vraiment se servir de lecteur de glycémie et de titrer. C'est vrai que si vous savez, faites pas des... C'est pour ça que moi je suis très favorable à l'autosurveillance avant l'insuline, contrairement à ce que disait la reco française dont je viens de parler, où j'ai fait rajouter ce chapitre, parce que je leur ai dit, il faut que les gens maîtrisent l'autosurveillance avant d'être à l'insuline, sinon c'est pas la peine de leur demander après, alors pourquoi est-ce qu'ils s'en servent mal, voilà. Et puis on leur enseigne mal. L'organisation des soins pose un grand problème en France, parce qu'en fait les généralistes actuellement sont dans 60% des cas seuls prescripteurs de l'insuline, sans avis pris de diabétologue. Alors en plus de ça, il y a effectivement la crainte des hypos, qui est un frein, on a tous ces diapos en tête, d'études qui montrent, comme Perrotte, Brotte, etc., qui montrent que finalement, quand les gens ont peur de faire des hypos, les médecins prescrivent aussi, à part crainte des hypos, moins d'insuline, et quelque part, c'est un élément important. Un peu le poids aussi. Mais il y a des idées j'ai pas le temps de vous montrer des diapos, j'ai découvert des papiers qui sont assez, très instructifs, qui montrent qu'en fait, les patients qui prennent du poids, surtout, c'est les patients les plus minces, et que les patients assez obèses ou très obèses ne prennent pas de poids sous insuline. Il y a 2 études absolument étonnantes qui décoiffent un peu, et c'est assez intéressant, parce que souvent c'est aussi le type, ils sont gros, donc on ne va pas leur donner d'insuline ou ça. Deuxième chose importante, est-ce que les hypos c'est fréquent? Bon, on connaît maintenant tous cette étude publiée dans le New England il y a quelques années, qui montrait que chez les patients admis dans les hôpitaux en urgence de plus de 65 ans, pour des causes iatrogènes, de loin, c'était les AVK, la première cause. Mais en deuxième, c'était quand même les hypos sous insuline. En 3, c'était, vous voyez juste en dessous, la barre bleue qui suit, c'était les antiagrégants. Et en 4, les sulfamides, les hypos sous sulfamides. Donc les hypos, c'est pas confidentiel. Et encore faut-il qu'elles soient diagnostiquées, ce qui est souvent pas le cas. Souvent, elles passent un peu inaperçues. Et c'est vrai que dans les difficultés de titration, toujours mon ami Denis vous dirait que ce qui est un des freins, c'est justement la pédagogie, mais c'est aussi la peur de faire des hypos, et on voit que c'est partagé. À droite, c'est la peur chez les soignants, à gauche, c'est les craintes des patients. Elles se rejoignent quelque part, les hypos, le poids, la prise de poids. Ce qui fait que dans les échecs des ADO, quand on est en train de discuter sur les indications d'insuline à gauche, formelles, après il y a les résultats insuffisants sous insuline, le problème de la titration, mais parmi les questions qui peuvent être abordées, c'est qu'est-ce qu'on peut associer comme comprimé, entre guillemets, je ne parle pas du GLP-1 puisque ce n'est pas le sujet, pour pouvoir améliorer les résultats sous insuline basale. Excusez-moi, parce que j'ai un décalage d'image, je dois avoir des petits décalages de diapo, parce que j'ai 2 écrans et je les confonds parfois. La question, c'est quand la basale ne suffit plus, ou pas assez, et que la metformine associée éventuellement elle-même en association ne suffise plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a toute une série de possibilités, il faut regarder surtout du côté gauche, c'est-à-dire les ADO prises par voie orale. Vous avez la possibilité d'associer un sulfamide, un quinine, ce qui se pratique encore tout à fait normalement, évidemment, les DPP4 et puis les SGLT2 que nous n'avons toujours pas en France pour des raisons assez surprenantes, mais que la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis, le Japon et d'autres pays dans le monde ont, qui sont des associations qui seront sûrement particulièrement intéressantes dans le futur, pour des raisons que là, par contre, tout le monde est répondeur et que ça a des bénéfices. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, quelle solution envisager? Alors, on peut faire, bien sûr, d'abord basal plus insulino-sécréteur,
en plus de la metformine bien sûr, et après c'est le renforcement classique avec le schéma classique 1, 2, 3, rapide, ou un passage au prémix selon les écoles et les moyens financiers dont on dispose, sachant que si on garde à l'esprit le travail de notre ami Louis Monnier, ciblé par des insulinosécréteurs ou par l'insuline rapide, les postprandiales en particulier, aurait un effet favorable quand les patients sont proches des objectifs d'hémoglobine glyquée. Alors, les sulfamides ou glinides en association, en fait, il y a quand même des analyses assez importantes qui ont été faites. Là, je rapporte juste un travail qui montre quand même que lorsqu'on est soit sous metformine seule, plus insuline, hein, bien sûr, soit sous sulfamide seul plus insuline, soit sous association des deux, vous voyez que le risque hypoglycémique augmente de façon très, très sensible, puisqu'on passe d'une augmentation de 80, on est à 1,81, ensuite on est à 4,88, ensuite on est à 7,3, donc indéniablement une augmentation significative du risque d'hypoglycémie lorsqu'on associe ces thérapeutiques à une insuline dans le cadre. Là, c'est très global, c'est toute insuline confondue. On ne rentre pas dans les détails, ce sont des études qui ont été vraiment... il y en a plein d'autres, on n'a pas le temps de passer, sinon on passerait trop de temps sur ce sujet. Là, juste une étude monocentrique qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la nôtre, qui fait qu'on est allé chercher les gens qui faisaient des hypos sévères dans notre région, et on est allé voir, on l'a déjà communiqué, on est en train de finir de la rédiger, on est allé voir ce qui se passait au SAMU, chez les pompiers. Alors d'abord, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de patients n'arrivaient pas aux urgences. Très intéressant, donc ils passent inaperçus. Même aux urgences, ils n'étaient pas toujours marqués PMSI, comme on dit en France, hypo. Et quand ils allaient dans d'autres services, parce qu'il fallait les garder quelque part, c'était même marqué l'hypo. Donc vous voyez à quel point les hypos sont certainement une partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, y compris les hypos sévères. Et nous, quand on a repéré ces 100 patients sur une année, en gros, une centaine, on va les dire comme ça, en fait, on s'est rendu compte que 2 tiers étaient sous insuline et 1 tiers étaient sous ADO seul. La moyenne d'âge était assez élevée, et pour ceux qui étaient sous insuline plus ADO, eh bien, on avait surtout, évidemment, l'association sulfamide insuline ou répaglinide. Et en fait, le répaglinide est beaucoup sorti dans les hypoglycémies, et je pense que c'est lié au fait qu'il est souvent ciblé insuffisance rénale sujet âgé. C'est moins dangereux, pas de problème avec la fonction rénale, je pense plus que par son effet propre, et puis aussi par le fait que finalement, souvent, c'est un repas, un comprimé, et que les patients, souvent, même quand ils mangent peu, qui sont âgés. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même indéniablement des hypos sévères. Là, on était sur des comas. Voilà. Alors, l'association au DPP4. L'association au DPP4, est-ce que ça réduit justement ce risque d'hypo et d'hospitalisation? On a fait un travail qui a été publié, plusieurs travaux qui ont été publiés, qu'on a fait entre Bruno de Tournai et moi, sur les hypoglycémies, la fréquence des hospitalisations, etc. Et indéniablement, les DPP4 permettent une réduction des hospitalisations par rapport, évidemment, aux insulinosécrétagogues antérieurs. Notre idée, c'était aussi déjà de dire, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut les mesurer? On en a trouvé dans la base de données de la CNAM, ce sont les données de la CNAM. À mon avis, on était très en dessous de la réalité, puisque, comme je l'ai dit, elles sont souvent ignorées. Notre but aussi, c'était de voir si c'était aussi une économie en termes de moins d'hospitalisation, si finalement ça permet de rattraper les différences de prix entre les différents produits. Il faut quand même rester dans un domaine de l'efficience. Ça représente probablement, d'après nos calculs, au moins 120 à 150 millions d'euros par an d'hospitalisation, de coûts en France. Ce qui représente quand même une somme importante déjà. Néanmoins, si on compare ça au surcoût que représentent les DPP4, c'est sûr que c'est moins, c'est pas autant. Après, la question, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle que de dépenses? Est-ce qu'il y a aussi la qualité de vie, etc. Donc on était quand même arrivé à démontrer que c'était une réalité, alors que c'est souvent ignoré. Alors pourquoi c'est intéressant cette classe? C'est effectivement parce qu'il y a cet effet à la fois sur la cellule bêta et la cellule alpha, mais la question c'est, est-ce que l'effet sur la cellule alpha n'expose pas le patient à faire des hypos puisque ça bloque le glucagon? Est-ce qu'il y a une capacité de réponse qui est maintenue en cas d'hypoglycémie? C'était la grande question qui a été posée pour le risque de ne pas récupérer une sécrétion de glucagon à temps. En fait, bon, vous savez que ceci a été démontré de façon claire.
en particulier dans le cas de la vildaglipine, puisque moi j'avais travaillé à l'époque avec Novartis il y a 5-6 ans sur ce sujet avec Bo Haren, qui a beaucoup travaillé, qui est un grand nom de la diabéto dans ce domaine. Il montrait très bien que dans le cas d'hypoglycémie, la sécrétion de glucagon était, en particulier sous vildaglipine, particulièrement bien relancée, et que le risque d'hypo, de maintenir une hypo, de renforcer par l'effet DPP4, par exemple chez les patients sous insuline, était un risque restreint, voire même presque annulé. Alors des études, il y en a plein, d'associations. Ici, je vais vous montrer ça, parce que j'ai horreur de présenter trop de données, parce que finalement, surtout quand le message est à peu près le même. Là, c'est une étude qui est la première étude qui a été faite dans le monde, d'associer un DPP4 inhibiteur, en l'occurrence la vildagliptine, avec de l'insuline. C'est une étude avec 2 bras extrêmement classique. Vous voyez qu'en fait, lorsque l'on titre très bien l'insuline d'un côté et qu'on la titre aussi bien de l'autre côté, on arrive à avoir quand même une différence, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice. La grande différence ici étant qu'il n'y avait pas de metformine et qu'on n'était pas dans des situations de pratique habituelle, le bénéfice étant globalement à peu près de l'ordre de 0,6%, mais au déduit, il était un petit peu moins important, ce qui est tout à fait normal quand vous menez une étude de titration forcée des 2 côtés. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y avait une différence quand même de moins d'hypoglycémie. Des petites hypoglycémies, c'est normal, il y a de l'insuline, il y en a nécessairement. On était, vous voyez, sur la durée de l'étude, 113 pour 180, donc c'est déjà pas mal. Par contre, il n'y a pas eu d'hypoglycémie sévère du tout, alors qu'il y en a eu 6 dans le bras, où il n'y avait pas de DPP4. En pratique, je suis désolé, j'ai l'impression que l'écran est décalé. Vous ne voyez pas les chiffres, c'est ça? Si, non, mais là maintenant, parce que j'ai 2 écrans et il y en a un qui passe, c'est assez étrange. Du coup, je ne sais jamais très bien ce que je vous présente. Voilà, c'est là qu'on voit la différence entre les hypoglycémies, entre les deux bras, avec effectivement peu d'hypoglycémie sévère dans un cas et pas d'hypoglycémie sévère et 6 dans l'autre bras et des hypoglycémies minimes de façon nettement réduite. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans l'association au DPP4, c'est on améliore un peu la sécrétion d'insuline, indéniablement. Or, elle est résiduelle chez pas mal de patients, d'où l'intérêt de mettre un insulinosécréteur. On a aussi, on peut quand même maintenir une réponse du glucagon de façon satisfaisante, peut-être effectivement mieux avec la vildagliptine, puisque beaucoup d'études tendent à le montrer. Ensuite, ceci est à confirmer sur des grandes études. Donc il y a un intérêt effectivement. Alors, est-ce que ça marche aussi quand on met de l'insuline, de la metformine et un DPP4, en plus de ne pas mettre de metformine du tout? Eh bien, on arrive à un résultat qui est assez intéressant. Vous voyez que ici, c'est l'association à l'insuline plus ou moins metformine. Vous avez quand même un abaissement meilleur de l'hémoglobine glyquée. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une diminution très nette du nombre de l'hémoglobine glyquée d'une part, mais aussi du nombre, vous avez une stabilité pardon, des hypoglycémies, c'est-à-dire que vous gagnez en efficacité tout en n'ayant pas augmenté le risque d'hypo. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une des équations que la diabéto recherche, c'est être aux objectifs avec pas d'effets secondaires, ou moins d'effets secondaires. Alors l'effet secondaire, ça peut être une fois le poids, ça peut être une fois les hypos, ça peut être la qualité de vie, ça dépend ce qu'on mesure. Là, en l'occurrence, ce qui est mesuré surtout, c'est est-ce qu'on arrive à un meilleur résultat d'hémoglobine glyquée, mais est-ce que c'est au prix d'avoir plus d'hypos, comme ça arrive souvent sous sulfamide? La réponse ici, c'est non, puisqu'on a en noir, vous voyez, une différence nulle, c'est non significatif. Pour ce qui concerne le poids, on n'a pas de différence nette non plus. On n'a pas d'effet, si vous voulez, d'épargne pondérale, comme on pourrait l'avoir parfois avec les GLP-1 dans certaines indications. Donc insuline plus metformine plus vildagliptine fait mieux qu'insuline plus ou moins metformine, sans augmentation de la fréquence des hypos et à poids constant. Est-ce que ça marche aussi chez les patients fragiles, c'est-à-dire chez les patients qui ont un diabète de type 2 et une insuffisance rénale de modérée à moyenne, c'est-à-dire des patients qui sont autour de 55 millilitres minute jusqu'à 45 millilitres minute environ. Cette étude a été, même jusqu'à 30 millilitres minute, cette étude a été réalisée. Dans ces cas, je vous rappelle que par principe, il est nécessaire de baisser la dose de n'importe quel DPP4.
C'est-à-dire que là, en l'occurrence, au lieu de donner 2 fois 50, deux prises par jour, on n'en donne qu'une seule. Et cette étude a montré quand même des résultats très intéressants, puisque vous voyez que lorsque les patients sont traités par insuline, le fait d'ajouter la vildagliptine permet un abaissement globalement de 0,9% de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire qu'on gagne par rapport au placebo à peu près 0,3% d'hémoglobine glyquée. Et cette diminution était beaucoup plus importante chez les patients qui avaient une élévation très très importante de l'hémoglobine glyquée, ce qui est classique, plus vous êtes haut, plus ça baisse. Mais toujours avec, chose intéressante, pas plus d'hypoglycémie. Les patients qui avaient plus de 9% d'hémoglobine glyquée ont vu leur hémoglobine glyquée baisser de 2 à 2,2%. Donc c'est intéressant, c'est une stratégie intéressante. Or, souvent, on l'a dit tout à l'heure, ces patients sont souvent avec des hémoglobines glyquées de départ fort élevées. Et la proportion des patients qui étaient aux objectifs est à peu près le double que ceux qui n'avaient pas eu l'ajout de ce DPP4. Quant à l'incidence des hypos, on aurait pu imaginer qu'elle soit quand même beaucoup plus importante, puisqu'on avait un certain bénéfice glycémique. En fait, il est équivalent, 36 pour les hypoglycémies en totalité, 2 pour ce qui concerne les hypoglycémies sévères, dans les deux bras. Donc en fait, ça fait mieux que l'insuline sans vildagliptine, mais sans augmentation de la fréquence. Alors il y a une étude qui est la seule étude qui tente de comparer entre elles les différentes DPP4, c'est-à-dire la LINA, la CITA et la VILDA. Une étude que j'ai découverte il y a 3 jours, découverte au sens que, je veux dire, je l'ai lu un peu en détail, et alors elle est assez intéressante. C'est une étude chinoise, c'est un monsieur Tang, c'est un monsieur chinois qui a fait cette étude. C'est une particularité, c'est que c'est d'abord pas une très grosse étude, c'est quand même à peu près 200 patients par bras, ce qui est déjà pas mal, on me dirait. Mais c'est une pas très très grosse étude. C'est une étude monocentrique aussi. Donc eux-mêmes disent c'est une étude pilote, voilà, une étude pilote. Le but étant efficacité et tolérance de la vildagliptine, de la CITA et de la LINA chez les patients atteints de type 2 insuffisamment contrôlés par l'association insuline-metformine, voire acargose. Il faut savoir que l'acargose est assez utilisée en Chine, comme elle est un peu plus utilisée en Allemagne aussi, encore que ça diminue, mais en Chine ou au Japon, il semble que les Asiatiques répondent mieux à cette classe thérapeutique que les Européens. La méthodologie de l'étude, elle n'a rien d'extraordinaire, elle est quand même courte cette étude, c'est 12 semaines, donc c'est que 12 semaines, bon, c'est déjà ça. Ça permet déjà d'évaluer à peu près l'hémoglobine glyquée, évidemment, on est juste à la limite. Et donc, une fois que les patients sont éligibles à l'insuline, ils sont inclus, puis, de façon randomisée, ces 500 patients sont rentrés dans l'étude et rentrent dans un des bras. Vous voyez, vous essaierez de voir, en tous les cas, le chiffre de l'hémoglobine d'entrée se situe entre 9,2 et 9,6%. Il est un petit peu plus élevé dans le bras LINA et dans le bras VILDA, ce qui peut jouer un peu sur l'abaissement. Pas énormément, il n'y a pas une grosse différence, mais ça peut jouer un petit peu quand même. Alors, quand on regarde ce que ça donne, vous voyez à gauche, sur le cartouche de gauche, l'évolution de l'hémoglobine glyquée entre la semaine 0 et 12. À gauche, vous voyez les 3 avec des hémoglobines glyquées à peu près identiques. Vous voyez celle du milieu, la CITA un peu plus basse, et la baisse dans les 3 bras de l'étude à la 12e semaine, puisqu'on est sur des hémoglobines glyquées qui vont être abaissées de 0,8 à un peu plus de 1%. Et ce qui est assez impressionnant, parce que là, c'est ce que j'ai un peu de mal, donc je n'ai pas eu le temps d'analyser cet article suffisamment, mais apparemment, au déduit, on est sur une baisse de 1,3 avec l'hémoglobine glyquée et de 0,80 avec les 2 autres molécules. Donc l'article était publié dans PLOS ONE, c'est une très bonne revue, donc je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est vrai que ça sautait moins aux yeux dans les résultats, voilà, ça m'a un peu surpris. Pour ce qui concerne l'effet comparé des 3 glyptines sur l'hémoglobine glyquée, on a un peu plus donc, de patients qui, sous VILDA, atteignent l'objectif qui était fixé dans l'étude, 66% contre 53-55% pour les autres. Quant à l'évolution des glycémies à jeun et postprandial, elle est assez disparate. Donc, ce que les auteurs disent, c'est qu'ils ne voient pas d'explication à travers la spécificité d'action de l'un ou de l'autre sur ces différences.